Le train express de Genève à Milan quitta la gare précisément à 17 heures, glissant silencieusement sur les rails enneigés, tandis que le crépuscule hivernal descendait sur les Alpes suisses. Monsieur Hercule Poirot, confortablement installé dans son compartiment de première classe, observait par la fenêtre les sommets enneigés qui se dressaient majestueusement dans le ciel rougeoyant. Le célèbre détective belge rentrait d'une affaire résolue, avec succès, à Genève, et il anticipait un voyage paisible à travers les montagnes. Dans le wagon-restaurant élégamment décoré, les passagers commençaient à se rassembler pour le dîner. Poirot nota avec satisfaction que le chef de train, M. Duclos, maintenait les standards les plus élevés de l'hospitalité ferroviaire. Les tables étaient recouvertes de nappes blanches immaculées et l'argenterie brillait sous la lumière douce des lampes à abat-jour. L'atmosphère évoquait une époque plus raffinée, où voyager en train représentait le summum de l'élégance. Parmi les passagers se trouvait Madame Béatrice Fontaine, une dame distinguée d'environ 50 ans, vêtue d'un manteau de fourrure sombre et portant un collier de perles remarquable. Elle était accompagnée de sa nièce, Mademoiselle Sophie Delacroix, une jeune femme au regard vif et à l'allure moderne. Les deux femmes s'installèrent à une table près de la fenêtre, engageant une conversation animée sur leur destination finale, la ville de Florence. À une table adjacente, Monsieur Henri Beaumont, un banquier genevois au visage sévère et aux cheveux grisonnants, consultait méthodiquement des documents financiers tout en sirotant un verre de vin rouge. Son attention semblait entièrement absorbée par ses affaires, et il répondait à peine aux salutations courtoises du personnel de service. Poirot remarqua cette attitude distante, avec l'intérêt professionnel d'un homme habitué à observer la nature humaine. Le docteur Marcel Girard, un médecin suisse d'une quarantaine d'années au visage affable, entra dans le wagon-restaurant en compagnie de M. Paolo Rossini, un antiquaire italien aux manières théâtrales et à la conversation volubile. Les deux hommes semblaient avoir fait connaissance récemment, car leur conversation portait sur les formalités de présentation que l'on échange entre voyageurs. Ils choisirent une table centrale, d'où ils pouvaient observer l'ensemble de la salle. Poirot commanda son repas avec le soin minutieux qui le caractérisait, s'assurant que chaque détail corresponde à ses préférences précises. Le serveur, un jeune homme nommé Antoine, prit note avec déférence, conscient qu'il servait un personnage célèbre, tandis que le train serpentait à travers les montagnes, emportant ses passagers vers des destinations lointaines. Personne ne pouvait imaginer qu'avant l'aube, un mystère troublant viendrait perturber cette tranquillité apparente. L'aube se levait à peine sur les Alpes lorsqu'un cri perçant résonna dans le couloir du wagon de première classe. Poirot, déjà éveillé et impeccablement vêtu malgré l'heure matinale, ouvrit rapidement la porte de son compartiment. Madame Fontaine se tenait dans le corridor, le visage pâle, une main posée sur son cœur. Elle désignait d'un doigt tremblant le compartiment voisin, celui occupé par M. Beaumont, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Le détective s'approcha avec précaution et frappa doucement avant d'entrer. Le banquier était étendu sur sa couchette, apparemment dans un sommeil profond, mais quelque chose dans sa posture immobile alarma immédiatement Poirot. Sur la table pliante se trouvait une tasse de thé à moitié vide, dégageant encore une légère vapeur. Le compartiment semblait parfaitement en ordre, à l'exception d'une mallette en cuir qui gisait ouverte sur le sol, son contenu de documents éparpillé de manière désordonnée. Le docteur Girard arriva rapidement sur les lieux, répondant à l'appel urgent du chef de train. Après un examen minutieux, il annonça que M. Beaumont était vivant, mais plongé dans un état de somnolence profonde, manifestement causé par l'ingestion d'un somnifère puissant. Le médecin estima que le banquier avait été drogué, probablement par le biais de la tisane qu'il avait consommée. Fort heureusement, la dose n'était pas létale, mais suffisante pour le maintenir inconscient pendant plusieurs heures. Poirot observa la scène avec l'attention méticuleuse d'un maître horloger, examinant un mécanisme complexe. Il nota que la fenêtre du compartiment était fermée de l'intérieur, que la porte ne présentait aucun signe d'effraction et que les objets personnels du banquier semblaient avoir été fouillés avec méthode.
La mallette contenait principalement des documents bancaires, mais il était évident qu'un objet avait été dérobé, car une empreinte rectangulaire dans le velours du compartiment intérieur suggérait l'absence d'un petit coffret. Monsieur Duclos, le chef de train, affichait une expression de consternation profonde. Un incident de cette nature représentait une atteinte grave à la réputation de la compagnie ferroviaire. Il supplia Poirot d'accepter de mener une enquête discrète, au moins jusqu'à ce que le train atteigne la prochaine gare importante, où les autorités pourraient être contactées. Le détective accepta, reconnaissant que le temps était essentiel pour résoudre cette affaire, avant que les passagers ne se dispersent à leur destination. Poirot convoqua tous les passagers du wagon de première classe dans le salon privé adjacent au wagon-restaurant. Les visages autour de lui reflétaient diverses émotions, curiosité, inquiétude et, dans certains cas, une nervosité mal dissimulée. Le détective annonça qu'un délit avait été commis pendant la nuit et qu'il sollicitait la coopération de chacun pour élucider rapidement cette affaire. Il précisa que personne ne pourrait quitter le train avant que la vérité ne soit établie, une déclaration qui fut accueillie par un mélange de protestation et d'appréhension. Poirot établit son quartier général dans le petit salon privé, transformant cet espace élégant en bureau d'investigation temporaire. Il commença ses interrogatoires par Madame Fontaine, celle qui avait découvert la situation inhabituelle. La dame s'assit avec dignité, bien que ses mains tremblantes trahissaient son agitation. Elle expliqua qu'elle s'était levée tôt pour admirer le lever du soleil sur les montagnes et avait remarqué la porte entr'ouverte du compartiment de M. Beaumont, ce qui l'avait alarmée. Madame Fontaine révéla qu'elle connaissait vaguement le banquier par le biais de cercles sociaux genevois, bien qu'il n'ait jamais entretenu de relations amicales. Elle avait remarqué la veille au soir que Beaumont semblait particulièrement préoccupé, consultant fréquemment sa montre et jetant des regards nerveux autour de lui dans le wagon-restaurant. Lorsque Poirot l'interrogea sur sa propre présence dans le train, elle expliqua qu'elle accompagnait sa nièce Sophie en Italie pour visiter des galeries d'art et des musées. Mademoiselle Sophie Delacroix fut interrogée. Ensuite, la jeune femme, vive et articulée, confirma le témoignage de sa tante concernant les circonstances de la découverte. Elle ajouta cependant une observation intéressante. La veille au soir, vers 23 heures, elle avait quitté brièvement son compartiment pour se rendre au bout du couloir, et elle avait aperçu une silhouette près de la porte de M. Beaumont. Dans la pénombre du couloir faiblement éclairé, elle n'avait pu identifier cette personne, mais elle estimait qu'il s'agissait d'un homme de taille moyenne. Le docteur Girard se présenta à l'interrogatoire suivant avec le calme professionnel d'un homme de science. Il expliqua qu'il voyageait pour assister à un congrès médical à Milan, où il devait présenter une communication sur les nouvelles thérapies pharmacologiques. Poirot nota avec intérêt que le médecin possédait des connaissances approfondies concernant les somnifères et autres substances médicamenteuses. Girard admit franchement cette expertise, mais souligna qu'un grand nombre de personnes auraient pu se procurer de telles substances sans difficulté particulière. M. Paolo Rossini, l'antiquaire italien, se révéla être un narrateur coloré et expansif. Il décrivit avec force détail son voyage d'affaires en Suisse, où il avait acquis plusieurs pièces remarquables pour sa boutique florentine. Ses gestes théâtraux et son accent prononcé donnaient à son témoignage une qualité presque opératique. Cependant, sous l'interrogatoire méthodique de Poirot, il révéla qu'il avait eu une brève conversation avec M. Beaumont dans le wagon fumoir la veille au soir, conversation durant laquelle le banquier avait mentionné qu'il transportait des documents importants. À la fin de cette première série d'interrogatoires, Poirot demeura silencieux pendant plusieurs minutes, les yeux mi-clos, les doigts joints en forme de clocher devant son visage. Les petites cellules grises de son cerveau travaillaient avec intensité, assemblant les fragments d'informations comme les pièces d'un puzzle complexe. Il était évident que chaque passager possédait une partie de la vérité, mais le tableau complet demeurait encore obscur, dissimulé derrière un voile de circonstances apparemment innocentes. Après les interrogatoires initiaux,
Poirot retourna au compartiment de M. Beaumont, accompagné du chef de train, Duclos. Le banquier reposait toujours dans un état semi-conscient, sous la surveillance du docteur Girard, qui lui administrait des soins pour accélérer l'élimination du somnifère de son organisme. Le détective examina à nouveau la scène avec une attention redoublée, conscient que les indices les plus significatifs se cachent souvent dans les détails les plus infimes. La tasse de thé attira particulièrement son attention. Poirot la souleva délicatement par l'anse, l'examinant sous différents angles, à la lumière matinale, qui filtrait par la fenêtre. Un léger résidu blanchâtre au fond de la tasse suggérait la présence d'une substance qui ne s'était pas complètement dissoute. Il demanda au chef de train de conserver précieusement cette tasse comme élément de preuve. Le docteur Girard, appelé à donner son avis, confirma que ce résidu correspondait probablement à un somnifère mal dissous dans le liquide. L'examen de la mallette ouverte révéla des détails intrigants. Les documents qu'elle contenait concernaient principalement des transactions financières internationales, mais Poirot remarqua que plusieurs feuilles portaient des marques de manipulation récentes. Plus significatif encore, l'empreinte rectangulaire dans le compartiment capitonné de la mallette mesurait approximativement 15 cm sur 10, suggérant qu'un objet de cette taille avait été dérobé. Selon les dimensions et la forme de l'empreinte, il s'agissait vraisemblablement d'un petit coffret ou d'un portefeuille substantiel. Poirot découvrit ensuite un indice crucial, un bouton de manchette en argent sous le lit du compartiment. L'objet était de facture élégante, gravé d'initiales, qui n'appartenait même manifestement pas à M. Beaumont. Le chef de train fut invité à examiner discrètement les tenues vestimentaires de tous les passagers masculins pour déterminer à qui appartenait ce bouton. Cette tâche délicate devrait être accomplie avec subtilité pour ne pas alerter le coupable. Dans le couloir adjacent au compartiment, Poirot remarqua une trace presque imperceptible sur le tapis, une petite tache de cire rouge, semblable à celle utilisée pour sceller des documents importants. Cette découverte suggérait que l'objet dérobé avait pu contenir des papiers scellés, peut-être des documents de grande valeur ou de nature confidentielle. Le détective photographia mentalement chaque détail, construisant progressivement dans son esprit une reconstitution des événements de la nuit précédente. Avant de quitter le compartiment, Poirot s'entretint brièvement avec M. Beaumont, qui commençait à émerger de sa torpeur médicamenteuse. Le banquier, bien qu'encore confus, confirma qu'il transportait effectivement un coffret contenant des documents bancaires d'une importance capitale, relatifs à une transaction internationale sensible. Il ne pouvait expliquer comment le somnifère avait été introduit dans sa tisane, car il l'avait préparé lui-même dans son compartiment avec de l'eau chaude, fournie par le service du train. Cette révélation ouvrait de nouvelles perspectives troublantes sur les méthodes employées par le malfaiteur. Poirot convoqua à nouveau les passagers, cette fois pour établir avec précision les mouvements de chacun durant la soirée et la nuit précédente. Il avait dressé une chronologie détaillée sur un carnet qu'il consultait fréquemment, vérifiant la cohérence des déclarations avec l'attention d'un comptable méticuleux. Le détective savait par expérience que les contradictions, même mineures, pouvaient révéler des vérités essentielles, cachées sous des mensonges apparemment insignifiants. Madame Fontaine déclara s'être retirée dans son compartiment vers 22h30, après avoir pris un léger repas au wagon-restaurant. Elle avait lu pendant environ 1 heure avant d'éteindre sa lampe de lecture. Sa nièce Sophie confirma ses horaires, ajoutant qu'elle-même était restée éveillée plus longtemps, lisant un roman jusqu'à environ minuit. C'était lors de sa brève sortie vers 23h qu'elle avait aperçu la mystérieuse silhouette dans le couloir. Le docteur Girard affirma avoir passé une grande partie de la soirée dans le wagon fumoir, discutant de médecine et de philosophie avec M. Rossini. Ils s'étaient séparés vers 23h30 et le médecin était rentré directement dans son compartiment. Il précisa qu'il avait pris un somnifère léger, comme il en avait l'habitude lors de voyages en train, et qu'il avait dormi profondément jusqu'au matin. Cette déclaration fut corroborée par Rossini, qui confirma les horaires et la nature de leur conversation nocturne.
M. Rossini raconta qu'après avoir quitté le docteur Girard, il était également rentré dans son compartiment, mais qu'il avait eu des difficultés à trouver le sommeil. Vers 00h30, il était sorti dans le couloir pour demander au personnel de service un verre de lait chaud, remède traditionnel contre l'insomnie selon ses dires. Le jeune serveur Antoine confirma cette demande, précisant qu'il avait apporté le lait demandé au compartiment de l'antiquaire vers 1h moins le quart. Le chef de train Duclos présenta les emplois du temps du personnel de service. Antoine, le serveur, avait terminé son service officiel à 23h, mais était resté disponible pour les demandes urgentes jusqu'à 1h du matin. Il confirma avoir vu M. Rossini et avoir également croisé le docteur Girard dans le couloir vers 23h20. Aucun membre du personnel n'avait remarqué d'activité inhabituelle près du compartiment de M. Beaumont durant la nuit. Poirot écoutait chaque témoignage avec une concentration absolue, ses yeux verts, brillants, d'une intelligence pénétrante. Il prit note d'une incohérence temporelle. Entre 23h30 et minuit, il existait une période durant laquelle les mouvements de plusieurs passagers n'étaient pas clairement établis. C'était précisément durant cet intervalle, estimait le docteur Girard, que le somnifère avait probablement été administré à M. Beaumont. Le détective comprenait que la résolution du mystère résidait dans l'identification de la personne qui avait accès au compartiment du banquier durant cette fenêtre temporelle, critique, dans l'après-midi, tandis que le train traversait les vallées italiennes sous un ciel d'hiver lumineux. Poirot s'isola dans le salon privé pour réfléchir à la question fondamentale du mobile. Un délit de cette nature, exécuté avec tant de planification et de risque, suggérait un enjeu considérable. Le contenu du coffret dérobé devait représenter une valeur substantielle, qu'elle soit financière, politique ou personnelle. M. Beaumont, maintenant pleinement conscient, bien que encore affaibli, fut invité à décrire avec précision le contenu du coffret volé. Le banquier, après avoir longuement hésité et demandé des assurances de discrétion absolue, révéla que le coffret contenait des obligations au porteur d'une valeur considérable, destinées à une transaction bancaire internationale. Ces documents, s'ils tombaient entre de mauvaises mains, pourraient être négociés anonymement dans plusieurs capitales européennes, causant une perte financière importante à sa banque. Cette révélation transformait radicalement la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus simplement d'un délit opportuniste, mais d'une opération planifiée avec soin. Le malfaiteur devait posséder des informations préalables sur la présence de ses obligations dans le train, ce qui suggérait soit une coïncidence extraordinaire, soit une surveillance délibérée des activités de M. Beaumont. Poirot demanda au banquier s'il avait mentionné à quiconque la nature de son chargement, question à laquelle Beaumont répondit par la négative, bien qu'il admît avoir été imprudent dans sa conversation avec Rossini. Le détective entreprit ensuite d'établir les situations financières de chaque passager. Madame Fontaine, selon ses propres déclarations, était une veuve aisée vivant des revenus d'investissement judicieux réalisés par son défunt mari. Elle n'avait apparemment aucun besoin financier urgent. Sa nièce Sophie, étudiante en histoire de l'art, dépendait de la générosité de sa tante, mais ne semblait pas manifester de signes de difficultés pécuniaires particulières. Le docteur Girard menait une pratique médicale prospère à Lausanne, avec une clientèle distinguée et des revenus confortables. Ses recherches pharmaceutiques étaient non financées par des institutions respectables, et rien dans son profil ne suggérait des problèmes financiers. M. Rossini, quant à lui, présentait un tableau plus complexe. Son commerce d'antiquités, bien qu'apparemment florissant, opérait dans un domaine réputé pour ses transactions opaques et ses opportunités de profit rapides. Poirot réalisa que le mobile pouvait ne pas être uniquement financier. Le contenu du coffret, au-delà de sa valeur monétaire, pouvait servir un objectif différent: chantage, sabotage commercial, ou même règlement de comptes personnels. Le détective élargit donc son investigation pour explorer les relations possibles entre les passagers et M. Beaumont. Existait-il des rancunes cachées, des dettes non honorées, ou des rivalités professionnelles
qui pourrait expliquer cet acte audacieux? Ces questions tournaient dans l'esprit de Poirot, tandis que le train poursuivait inexorablement sa route vers Milan. Le lendemain matin, alors que le train approchait de la frontière italienne, un événement inattendu vint compliquer l'enquête de Poirot. Mademoiselle Sophie Delacroix se présenta spontanément au salon privé, manifestement troublée et portant une enveloppe cachetée. Elle expliqua avec une certaine gêne qu'elle avait découvert cette enveloppe glissée sous la porte de son compartiment durant la nuit. L'enveloppe était adressée à Hercule Poirot et portait simplement les mots « Pour le détective célèbre ». Le détective ouvrit l'enveloppe avec précaution. Elle contenait une feuille de papier vélin sur laquelle était rédigé un message anonyme en français. « Monsieur le détective, vous cherchez dans la mauvaise direction. L'objet que vous recherchez ne quittera jamais ce train, car il est destiné à corriger une injustice ancienne. Le banquier connaît la vérité, mais il ne la dira jamais. Cherchez dans son passé, et vous comprendrez. » Ce message énigmatique portait l'empreinte d'une personne cultivée et réfléchie. Poirot étudia le message sous tous ses aspects: la qualité du papier, le style de l'écriture, la formulation des phrases. L'écriture était déguisée, probablement rédigée avec la main opposée à celle habituellement utilisée par le scripteur, technique courante pour masquer son identité. Cependant, certaines caractéristiques subtiles, l'inclinaison de certaines lettres, la pression du stylo, suggéraient des habitudes involontaires que même un faussaire habile ne pouvait complètement éliminer. Confronté à cette nouvelle information, Poirot décida d'interroger à nouveau M. Beaumont, cette fois avec des questions plus pénétrantes concernant son passé professionnel. Le banquier, visiblement mal à l'aise, tenta d'abord d'éluder ces questions, invoquant la confidentialité bancaire et les obligations professionnelles. Cependant, face à l'insistance courtoise mais ferme du détective, il finit par admettre qu'il avait été impliqué, plusieurs années auparavant, dans une affaire financière controversée à Genève. Cette affaire concernait la liquidation d'une petite banque familiale, processus durant lequel plusieurs déposants avaient perdu des sommes importantes. Beaumont, alors jeune cadre ambitieux, avait participé à l'évaluation des actifs et à la distribution des fonds disponibles. Les décisions prises à l'époque avaient été conformes aux réglementations, mais elles avaient néanmoins ruiné plusieurs familles. Le banquier insista sur le fait qu'il avait simplement accompli son devoir professionnel, mais son expression trahissait un malaise évident concernant ces événements anciens. Cette révélation ouvrait une perspective entièrement nouvelle sur l'affaire. Le vol du coffret n'était peut-être pas motivé uniquement par l'appât du gain, mais constituait possiblement un acte de vengeance calculé. Poirot demanda à Beaumont de fournir des détails sur les principales victimes de cette liquidation bancaire, conscient que la solution du mystère du train alpin pourrait se trouver dans les archives poussiéreuses de cette tragédie financière genevoise. Le banquier, résigné, promit de compiler ces informations, bien qu'il doutât de leur pertinence pour l'enquête actuelle. Armé des informations fournies par M. Beaumont, Poirot entreprit de tracer des connexions potentielles entre les passagers du train et les victimes de l'ancienne liquidation bancaire. Le travail était méticuleux et fastidieux, requérant la vérification de noms, de dates et de relations familiales complexes. Le détective travailla pendant plusieurs heures, consultant les documents fournis par le banquier et recoupant ces informations avec les déclarations précédentes des passagers. Une corrélation troublante émergea concernant Madame Béatrice Fontaine. Selon les documents de Beaumont, une certaine famille Fontaine figurait parmi les principaux créanciers de la banque liquidée. Le chef de cette famille, M. Charles Fontaine, mari de Béatrice, avait perdu une fortune considérable dans cette débâcle financière. Quelques mois après la liquidation, accablé par la ruine et le déshonneur, il s'était retiré dans une propriété familiale en Savoie, où il était décédé prématurément d'une crise cardiaque, événement que certains avaient attribué au stress intense causé par ses pertes financières. Confrontée à ces découvertes, Madame Fontaine maintint sa dignité, mais admit finalement la vérité
Elle confirma que son défunt mari avait été effectivement ruiné par la liquidation de cette banque, événement qui avait précipité sa mort prématurée. Cependant, elle nia fermement toute implication dans le vol du coffret, soulignant qu'elle avait depuis longtemps surmonté cette tragédie grâce à des investissements prudents dans d'autres domaines. Sa situation financière actuelle, insista-t-elle, ne justifiait nullement un acte aussi risqué et moralement répréhensible. Poirot poursuivit ses investigations en examinant les antécédents des autres passagers. Le docteur Girard ne semblait avoir aucun lien avec l'affaire bancaire, ses origines familiales étant solidement établies dans le milieu médical lausannois. Quant à M. Rossini, l'antiquaire italien, il présentait un profil plus opaque. Ses activités commerciales l'amenaient fréquemment en Suisse, et il était possible qu'il ait eu connaissance de l'affaire Beaumont par le biais de ses réseaux professionnels. Le détective découvrit également un détail intrigant concernant mademoiselle Sophie Delacroix. Bien qu'elle fût présentée comme la nièce de Madame Fontaine, une vérification approfondie révéla que cette relation familiale n'était pas biologique, mais adoptive. Sophie avait été recueillie par les Fontaine après le décès de ses propres parents dans un accident tragique, accident survenu lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Cette information, bien qu'elle ne constituât pas une preuve de culpabilité, ajoutait une couche de complexité aux relations entre les protagonistes de ce drame ferroviaire. Tandis que le train s'arrêtait brièvement dans une gare alpine pour permettre le ravitaillement en eau et en charbon, Poirot se tenait sur le quai enneigé, respirant l'air vif des montagnes. Les petites cellules grises de son cerveau travaillaient à plein régime, assemblant les pièces du puzzle avec la précision d'un maître artisan. Il sentait que la solution était proche, qu'un dernier élément décisif attendait d'être découvert pour que toute la vérité éclate au grand jour. Le temps pressait, car le train atteindrait Milan dans quelques heures, moment où les passagers se disperseraient, et l'opportunité de résoudre l'affaire pourrait disparaître à jamais. De retour dans le train, Poirot convoqua tous les protagonistes dans le wagon-restaurant pour ce qu'il annonça comme la reconstitution finale des événements. L'atmosphère était tendue, chaque passager observant les autres avec méfiance, conscient qu'un coupable se dissimulait parmi eux. Le détective se tenait debout à l'extrémité de la salle, sa silhouette impeccable, se découpant contre les fenêtres par lesquelles défilait le paysage alpin. Poirot commença par exposer méthodiquement les faits établis. Le somnifère administré à M. Beaumont, le coffret volé contenant des obligations au porteur, les divers alibis des passagers, et surtout la connexion troublante avec l'ancienne affaire de liquidation bancaire. Il expliqua comment le message anonyme l'avait orienté vers cette piste historique, révélant ainsi un mobile de vengeance, plutôt que de simple appât du gain. Les passagers écoutaient avec une attention fascinée, certains manifestant surprise et incrédulité. Le détective exposa ensuite son analyse des alibis. Il démontra que durant la période critique entre 23h30 et minuit, plusieurs personnes avaient eu l'opportunité d'accéder au compartiment de M. Beaumont. Cependant, l'administration du somnifère requérait non seulement l'opportunité, mais également les connaissances nécessaires pour calculer une dose qui endormirait la victime sans causer de dommages irréversibles. Cette expertise pointait vers quelqu'un possédant des connaissances médicales ou pharmaceutiques. Poirot révéla alors la découverte du bouton de manchette sous le lit de Beaumont. Après une vérification discrète effectuée par le chef de train, il avait été établi que ce bouton appartenait au docteur Girard, qui portait justement une chemise à manchettes ce matin-là, l'une d'entre elles fixée par une épingle de fortune. Le médecin pâlit, mais tenta de maintenir son calme, affirmant qu'il avait peut-être perdu ce bouton lors de son examen matinal du patient. Cependant, Poirot ne se laissa pas distraire par cette explication commode. Il poursuivit sa démonstration en soulignant que le docteur Girard possédait certes les connaissances nécessaires pour administrer le somnifère, mais qu'il lui manquait l'élément essentiel, le mobile. Le médecin n'avait aucun lien avec l'affaire bancaire de Genève, aucune raison personnelle de nuire à M. Beaumont. Par conséquent, bien que compromettant, le bouton de manchette ne constituait pas une preuve définitive de culpabilité,
mais plutôt l'indication d'une présence dans le compartiment qui demandait explication. Le détective se tourna ensuite vers mademoiselle Sophie Delacroix, dont le regard intelligent avait suivi chaque étape de son raisonnement. Il évoqua sa prétendue observation d'une silhouette mystérieuse dans le couloir à 23 heures, observation qui avait orienté les soupçons vers un intrus masculin. Poirot suggéra que cette observation, bien que sincère, avait pu être le fruit d'une confusion dans l'obscurité du couloir, ou peut-être même une projection délibérée pour détourner l'attention. La jeune femme soutint fermement son regard, mais ses mains serrées trahissaient une nervosité croissante. Finalement, le détective révéla la pièce maîtresse de son raisonnement. Il avait découvert, en examinant minutieusement les effets personnels de Madame Fontaine, avec l'autorisation du chef de train, un petit flacon de laudanum, ce médicament à base d'opium couramment utilisé pour favoriser le sommeil. Bien que la possession d'un tel remède fût parfaitement légale et commune parmi les voyageurs, sa présence devenait significative dans le contexte de l'enquête. De plus, l'analyse de l'écriture du message anonyme, malgré les tentatives de déguisement, révélait des caractéristiques compatibles avec l'écriture élégante et cultivée d'une dame de la haute société. Madame Fontaine demeura silencieuse pendant un long moment, son visage reflétant une succession d'émotions contradictoires. Puis, avec la dignité qui la caractérisait, elle se leva et demanda la permission de s'adresser à l'assemblée. Poirot acquiesça d'un geste courtois, invitant la dame à prendre la parole. Le moment de vérité était enfin arrivé, et chacun retenait son souffle, anticipant les révélations qui allaient s'en suivre. Madame Béatrice Fontaine se tenait debout, droite et digne, malgré les circonstances accablantes. Elle commença son récit d'une voix claire, teintée d'une émotion contenue, mais profonde. Elle confirma que c'était effectivement elle qui avait administré le somnifère à M. Beaumont et dérobé le coffret contenant les obligations au porteur. Cependant, elle insista pour expliquer les motivations qui l'avaient poussé à commettre cet acte, motivations qui dépassaient largement le simple appât du gain. Elle raconta comment son défunt mari, Charles Fontaine, homme honorable et travailleur, avait été ruiné par la liquidation de la banque genevoise 20 ans auparavant. Beaumont, alors jeune cadre ambitieux, avait délibérément sous-évalué les actifs de la banque lors de la liquidation, permettant à sa propre institution d'acquérir ces actifs à vil prix et de réaliser d'énormes profits. Charles Fontaine, ayant découvert cette manipulation, avait tenté de porter plainte, mais ses accusations avaient été étouffées par l'influence et le pouvoir de l'établissement de Beaumont. Le stress et le désespoir avaient finalement causé sa mort prématurée. Madame Fontaine expliqua qu'elle avait appris par hasard, quelques semaines auparavant, que Beaumont voyagerait dans ce train transportant des obligations de grande valeur. Elle avait vu dans cette coïncidence une opportunité de justice poétique, un moyen de récupérer symboliquement une fraction de ce qui avait été injustement pris à sa famille. Elle avait méticuleusement planifié l'opération, étudiant les horaires, les habitudes du personnel et les routines des passagers. Le laudanum qu'elle possédait pour ses propres troubles du sommeil avait servi à endormir le banquier sans lui causer de dommages permanents. Quant au docteur Girard, Madame Fontaine révéla qu'elle l'avait involontairement compromis. La veille au soir, après avoir administré le somnifère à Beaumont et dérobé le coffret, elle avait discrètement sollicité l'aide du médecin sous prétexte d'un malaise, l'attirant ainsi dans le couloir près du compartiment du banquier. C'était durant cette brève interaction que le docteur avait perdu son bouton de manchette, tombé sans qu'il s'en aperçoive. Cette manœuvre avait été délibérée, destinée à créer une piste trompeuse en cas d'enquête. Elle présenta ses excuses sincères au médecin pour cette manipulation indigne. Mademoiselle Sophie, les larmes aux yeux, confirma qu'elle n'avait eu aucune connaissance préalable des intentions de sa tante adoptive. La silhouette qu'elle avait aperçue dans le couloir était probablement Madame Fontaine elle-même, observation que la jeune femme n'avait pas immédiatement reconnue dans l'obscurité et l'anxiété du moment. Sophie exprima sa douleur de découvrir que sa tante, qu'elle admirait et respectait profondément, avait été poussée à de telles extrémités par les injustices du passé.
Elle plaida pour la compréhension et la clémence, soulignant les années de souffrance silencieuse endurées par Madame Fontaine. Monsieur Beaumont, pâle et visiblement ébranlé, demanda la parole. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le masque d'assurance professionnelle du banquier se fissura. Il admit, la voix tremblante, que les accusations de Madame Fontaine concernant les irrégularités de la liquidation bancaire contenaient une part de vérité. Jeune et ambitieux à l'époque, il avait effectivement participé à des pratiques financières moralement discutables, bien que techniquement légales. Il avait depuis longtemps refoulé ses souvenirs inconfortables, se concentrant sur sa carrière et son succès. La confrontation avec cette vérité enfouie le forçait maintenant à affronter les conséquences humaines de ses actions passées. Poirot, qui avait observé cette scène avec une expression de compassion tempérée par la gravité de la situation, prit finalement la parole. Il reconnut que l'affaire présentait des dimensions morales complexes qui dépassaient la simple question de légalité. Néanmoins, un délit avait été commis et la justice devait suivre son cours. Il suggéra une résolution qui pourrait satisfaire à la fois les exigences de la loi et les considérations d'équité humaine. Madame Fontaine devrait restituer les obligations volées à Monsieur Beaumont, évitant ainsi des poursuites criminelles majeures. En contrepartie, le banquier pourrait considérer une compensation volontaire pour les torts causés à la famille Fontaine des décennies auparavant. Après une longue délibération silencieuse, Monsieur Beaumont accepta cette proposition. Il reconnut publiquement sa responsabilité morale dans les souffrances de la famille Fontaine et promit de faire restitution d'une manière appropriée. Madame Fontaine, soulagée mais épuisée émotionnellement, accepta de rendre le coffret qu'elle avait caché dans une doublure secrète de sa propre valise. Le docteur Girard, magnanimement, accepta les excuses de Madame Fontaine et déclara qu'il ne porterait aucune plainte pour la manipulation dont il avait été l'objet involontaire, tandis que le train entrait lentement en gare de Milan, sous un ciel hivernal éclatant. Les passagers se séparèrent avec des sentiments mêlés de soulagement, de tristesse et de réflexion profonde sur les complexités de la justice et du pardon. Hercule Poirot, satisfait d'avoir résolu le mystère tout en préservant autant que possible la dignité de tous les protagonistes, quitta le train avec sa valise impeccablement rangée. Il savait que cette affaire resterait dans sa mémoire comme l'un de ces cas où la vérité, une fois révélée, apporte non seulement la résolution, mais également une forme de rédemption et de réconciliation. Les Alpes enneigées, témoins silencieux de ce drame humain, se dressaient majestueusement à l'horizon, immuables et indifférentes aux passions et aux tourments des mortels qui traversaient leur vallée.